Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier numéro 2 qui a lieu ce matin pendant les États généraux du livre en langue française dans le monde. L'atelier s'intitule « Développer la coopération entre les éditeurs et entre les acteurs de la chaîne du livre ». Il fait suite à de nombreux échanges qui ont déjà eu lieu hier et j'espère qu'ils pourront les compléter de manière à nous inspirer sur des multiples initiatives qui ont été prises un peu partout dans le monde. J'ai donc 2 intervenants sur scène avec moi et nous avons 4 intervenants qui seront en visioconférence et je vous remercie tous d'être présents. Je vais faire un petit tour de présentation et pour faire en sorte que vous puissiez vous connaître en tout cas de manière nominative et avec votre fonction. Si vous pensez devoir compléter les raisons, enfin, la fonction pour laquelle vous êtes en présent, n'hésitez pas à compléter la présentation que je vais faire un peu succincte. Nous avons naturellement un enjeu de temps. Nous avons 1 heure pour échanger et aussi avec les personnes présentes dans la salle, que ce soit la salle virtuelle ou la salle en présentiel ici à Tunis. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont présentes à côté de moi. Je vous présente Camille Cloarec, qui est la coordinatrice des projets francophones au sein de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, qu'on appellera AIEI, de manière un peu plus brève, et dont on a déjà entendu parler à de nombreuses reprises dans les tables rondes et les plénières que nous avons eues hier. Bonjour. Et même ce matin d'ailleurs. À ma droite, j'ai Abdoulaye Fodé Dione, qui est l'ancien président d'Afri Livre et l'actuel directeur d'Abyss Édition du Sénégal. Merci, bonjour. Alors, à l'écran, nous avons Vincent Barbare, qui est président du groupe français d'édition Edi8. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son fonctionne? Le groupe Editis et dans mes fonctions, je m'occupe notamment, en plus, du développement en Afrique francophone. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Corentin Emery, qui est le fondateur de Nakiri, plateforme francophone de vente et d'achat de droits. Oui, bonjour à tous, à toutes. Bienvenue sur le plateau, si j'ose dire. Ensuite, nous avons Corinne Fleury, cofondatrice et directrice de l'Atelier des Nomades, maison d'édition franco-mauricienne. Bonjour. Bonjour à vous. Et nous allons terminer par Sébastien Lefebvre, gestionnaire et responsable de Québec Édition, Association nationale des éditeurs de livres du Québec. Bonjour. Et voilà. Alors ça, c'est un peu la magie de ces États généraux. C'est que tout d'un coup, on a l'océan Indien qui est relié à l'océan Atlantique. Et en passant par l'Afrique et l'Europe, ça nous fait faire une sorte de tour du monde. C'est merveilleux. Alors, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Hier, j'ai déjà modéré un atelier sur les partenariats éditoriaux et il s'est avéré qu'en conclusion, les partenariats éditoriaux qui étaient coédition. Donc là, nous allons voir de manière très très pratique différentes initiatives qui ont été mises en œuvre pour développer encore plus avant la coopération entre éditeurs, entre les éditeurs eux-mêmes, mais aussi entre les éditeurs et entre les acteurs de la chaîne du livre. Donc, je vais donner la parole de manière très arbitraire à l'AIEI qui a été fortement citée hier pour nous expliciter la manière dont il fonctionne. Donc, je donne la parole à Camille Cloarec. Merci. Alors moi, je souhaiterais peut-être axer mon intervention autour de l'importance et de la force des collectifs, comme l'AIEI, mais aussi bien d'autres comme l'AILF, par exemple. Puisqu'un collectif, c'est une voix qui porte les enjeux et les préoccupations d'une profession. C'est un socle sur lequel s'appuyer pour les professionnels du livre, et ça permet d'être plus audible. D'après l'observation qu'on a, nous, à l'AIEI, justement, les pays dans lesquels il y a le plus d'avancées en termes de politique publique du livre, c'est des pays dans lesquels sont implantés des collectifs. C'est le cas, par exemple, en Afrique subsaharienne francophone avec la Côte d'Ivoire. Donc un collectif, la richesse d'un collectif, c'est surtout l'élaboration d'outils communs et mutualisés qui s'avèrent vraiment précieux.
Je peux peut-être vous citer quelques exemples de ce que le réseau de l'AIEI offre et permet, et ce que ce réseau a créé au cours des dernières années. À l'Alliance, on anime un labo numérique qui permet par exemple aux éditeurs qui n'ont pas de site internet de s'en créer un, puisqu'il y a un outil WordPress qui est mis à disposition. Nous organisons aussi des formations collectives, donc récemment c'était le cas autour de l'usage des réseaux sociaux. Donc nous coordonnons des coéditions solidaires, donc Jean-Claude Nabat hier en a beaucoup parlé, je pense que Corinne va en reparler aussi tout à l'heure. Nous alimentons un observatoire de la biodiversité, au sein duquel notamment on trouve une cartographie des politiques publiques du livre, mais aussi bientôt une étude autour de la liberté d'éditer dans le monde, sur laquelle on travaille depuis pas mal d'années. Nous relayons aussi beaucoup de plaidoyers et de lettres ouvertes, sur des thèmes variés, mais donc, par exemple autour de la promotion de la biodiversité, contre le don de livres tel qu'il est pratiqué actuellement, notamment. Donc tous ces outils résultent de la mutualisation des forces et des préoccupations des membres de l'Alliance. Et ça permet à tout le monde d'avoir plus d'écho, plus de résonance et plus de poids aussi dans le monde du livre. Alors après, animer un collectif et le faire vivre, ça présente quelques difficultés. Il y en a deux principales. La première, c'est qu'il faut veiller à la bonne représentativité de chacune et de chacun. Et la deuxième, c'est qu'il faut avoir du temps, puisqu'il faut du temps de coordination, d'animation notamment. Donc à l'Alliance, on essaye d'avoir la gouvernance la plus inclusive possible. En plus du bureau de l'association qui n'est pas décisionnaire mais qui vient en soutien à l'équipe salariée, nous avons ce que l'on appelle un comité international des éditeurs indépendants, un CIEI, qui est composé de coordinatrices et de coordinateurs de chacun des 6 réseaux linguistiques de l'Alliance. Et ce comité est convoqué à chaque prise de décision. Toutes les décisions de l'Alliance, toutes les orientations, tous les choix stratégiques sont vraiment impulsés par les éditrices et les éditeurs, et l'équipe salariée se contente en fait de les mettre en œuvre. Donc il s'agit pour nous de faire remonter les attentes de chacune et de chacun, de prendre en compte toutes les positions dans un contexte qui est interculturel et international, et de défendre d'une seule voix une telle diversité d'actrices et d'acteurs. Nous nous appuyons sur une communication qui est permanente, et nous essayons aussi d'être le plus transparent possible dans les processus de décision. L'ensemble de notre travail s'inscrit dans une temporalité qui est longue, puisque tout est horizontal, qu'il s'agit de rapports humains avant tout, et que l'Alliance est un lieu avant tout aussi de convivialité et de solidarité, et qu'il faut du temps pour bâtir des relations de confiance. Donc j'ai essayé d'être bref. Donc pour finir mon intervention, peut-être 2 propositions qui sont plus concrètes. Donc il nous semble essentiel de soutenir la création et la pérennité des collectifs vis-à-vis des partenaires financiers. En effet, une équipe salariée, c'est indispensable au bon fonctionnement d'un collectif sur le long terme, puisque comme je le disais, il y a vraiment un besoin de coordination, et donc on a un besoin de temps bien sûr, et aussi d'un regard d'ensemble qui permet de produire de l'analyse. Donc il est aussi, alors, notre deuxième proposition, c'est aussi qu'il est très important de soutenir la mise en réseau des collectifs, puisque ça permet d'améliorer les liens entre les collectifs et aussi de mettre en valeur leur complémentarité. En somme, il est aussi important de venir au soutien des collectifs et du fonctionnement des structures que le soutien des projets. Voilà, donc j'ai fini. J'ai essayé d'être aussi bref que possible, mais on pourra revenir peut-être après sur certaines choses. Merci beaucoup pour cet aperçu déjà très détaillé et très structuré des différents types de services qu'offre aussi donc un collectif qui est un collectif déjà bien implanté, avec une équipe permanente qui permet de mettre des outils au service des membres et aussi de mutualiser et aussi de capitaliser de l'expertise. Je pense que c'est sur ces 3 enjeux que vous êtes réellement orienté et on vous demande en fait, parce que si je comprends bien, c'est tout ceci et la mise en place de la volonté collective des membres. Tout à fait, oui. Nous, en tant qu'équipe salariée, c'est vraiment, on met en œuvre toutes les priorités de nos membres en fait.
Très bien. Je propose de passer à un autre type, de traverser l'Atlantique et d'aller voir Sébastien Lefebvre, gestionnaire responsable donc, de Québec Édition, association aussi nationale des éditeurs de livres du Québec, qui donc a une vocation nationale, mais aussi de voir comment vous aussi vous pouvez donc répondre aux besoins des membres et comment vous les identifiez et sur quel type d'enjeux vous les accompagnez. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci. Alors, j'ai envie de dire que tout ce qui vient d'être évoqué sur la force et la nécessité des collectifs correspond tout à fait à la mission de Québec Édition. Québec Édition est le comité international de l'Association nationale des éditeurs de livres. Et donc, notre action se fait selon 3 axes. Donc, oui, un axe de rayonnement culturel et littéraire des éditeurs du Québec, mais aussi du Canada francophone. Il y a un axe d'exportation directe, essentiellement en Europe francophone, mais aussi au Maghreb et ailleurs en Afrique et au Moyen-Orient quand les conditions le permettent, si je puis dire. Et le troisième axe, c'est la vente de droits, évidemment la traduction des œuvres, de nos œuvres ailleurs dans le monde. Donc, ce que notre collectif, qui a une équipe permanente, permet, c'est la présence dans les grands salons du livre en Europe, donc la Foire du livre de Francfort, qui est évidemment le grand rendez-vous annuel. Et cette année, le Canada est l'invité d'honneur. Le Québec sera très bien représenté et Québec Édition a beaucoup travaillé ces dernières années pour faire en sorte qu'il y ait de nouvelles traductions de livres québécois et franco-canadiens en allemand à l'occasion de cette invitation d'honneur. Nous sommes présents aussi dans les salons francophones, le salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Nous sommes présents à Bruxelles, à Paris, à Genève. Et donc, lors de ces événements, nous avons l'occasion au fond, de rencontrer les lecteurs, mais aussi de nouer des liens avec les acteurs du livre. Je voudrais donner un exemple spécifique maintenant de ce qu'on fait ici de l'Atlantique. Chaque année, en novembre, pendant le Salon du livre de Montréal, il y a le programme Rendez-vous, dans lequel nous accueillons des libraires et des éditeurs étrangers. On a pu voir ces dernières années que l'émergence d'éditeurs québécois sur le marché français de l'Europe francophone a été grandement favorisée par le programme Rendez-vous parce que la visite, l'accueil de libraires d'Europe francophone a permis au fond de créer des liens très forts, d'avoir des ambassadrices et des ambassadeurs, des passeurs du livre québécois et franco-canadien en Europe francophone. Ça se vérifie par des sections consacrées à la littérature québécoise dans les librairies. Ça se vérifie par le fait que les fonds des éditeurs d'essais viennent garnir les rayons d'écologie ou encore de politique. Ça se vérifie par des numéros spéciaux de magazines ou de publications de libraires consacrés à la littérature québécoise et franco-canadienne. Donc, on voit vraiment que l'intérêt à la fois pour les éditeurs qui exportent directement, mais aussi pour les auteurs et les autrices qui sont publiés par des éditeurs français est grandissant. Et tous les éditeurs le savent, les succès d'un livre, d'une œuvre passent par le travail auprès des libraires. Quant au volet éditeurs étrangers, bien, je parlais de l'Allemagne à l'instant. Il y a plus d'une centaine de livres du Québec qui ont été traduits dans les 2 dernières années, d'autres vont paraître en 2022. Et donc, l'accueil d'éditeurs allemands et de programmateurs, de journalistes allemands ou d'ailleurs
Suisse et d'Autriche aussi, aura permis vraiment d'attirer l'attention sur pardon, la production québécoise et franco-canadienne. Et donc, on voit bien que ces rendez-vous entre professionnels du livre, peu importe l'endroit, sont porteurs d'opportunités d'affaires, mais aussi de dialogue entre les marchés, entre les acteurs du livre, entre les cultures. Donc, merci beaucoup, Sébastien Lefebvre. Donc, je comprends bien que les Québec Éditions se perçoit comme une association nationale. On pourrait aussi peut-être dire que c'est quasiment un rôle d'agence de soutien à l'export, si je comprends bien. Vous faites en même temps de la mise en réseau, un soutien à la mobilité, la de l'édition québécoise. Est-ce que, francophone, donc j'entends bien, est-ce que vous avez une ligne éditoriale plus particulièrement où il suffit d'adhérer à l'association pour bénéficier des différents soutiens et services offerts? Oui, ben, à cet égard, les activités de Québec Édition, qui, comme je le disais, c'est un peu le bureau international de l'Association nationale des éditeurs de livres, de l'ANEL. Les activités de Québec Édition sont ouvertes à tous les éditeurs qui souhaitent y participer. Elles ne s'adressent pas exclusivement aux membres de l'ANEL. Bon, l'ANEL, comme n'importe quelle association, selon les territoires, réunit, je dirais, une majorité d'éditeurs francophones du Québec et du Canada, mais pas l'entièreté des éditeurs. De notre côté, à Québec Édition, lorsqu'on organise des tournées de librairie en Europe francophone, lorsqu'on accueille des professionnels du livre au Québec, soit à l'occasion du Salon du Livre ou en d'autres occasions, lorsque l'on tient des stands collectifs dans les foires et salons, toutes ces initiatives sont ouvertes à tous les éditeurs. Donc, c'est un travail d'accompagnement à la diffusion. On pourrait parler peut-être de surdiffusion, mais on ne cherche pas à se substituer aux diffuseurs européens qui comptent qui comptent parmi eux des catalogues québécois ou franco-canadiens. C'est un rôle de complémentarité qui s'accorde avec des actions gouvernementales, avec les programmes d'aide publique du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada pour le rayonnement et l'exportation des arts et de la culture. Donc, en ce sens, on poursuit à la fois des objectifs économiques et des objectifs culturels. Très bien. Donc, vous êtes le soft power du Québec francophone. Si on veut. Je vais me tourner vers la droite chez moi, sur la scène, pour donner la parole à Abdoulaye Fodé Ndione, donc, qui est l'ancien président d'AfriLivre. Et cette expérience, à mon avis, est assez intéressante à partager. Et l'actuel directeur d'Abyss Édition Sénégal. Quand on est dans un pays d'Afrique subsaharienne, ces enjeux de développement de l'édition s'incarne, on va dire, et quelles sont les solutions qui sont mises en œuvre pour essayer de les développer plus avant? Merci déjà pour l'invitation ici à Tunis des organisateurs. Je voudrais rapidement peut-être axer mon intervention sur l'aspect légal, parce que si on revient un peu sur AfriLivre, je pense que hier, l'actuel président avait parlé et a déjà présenté AfriLivre, mais il serait bon aussi de revenir rapidement sur cette corporation qui est une corporation africaine créée depuis 2002 et qui regroupe un certain nombre d'éditeurs africains, 52, c'est pas si exhaustif que ça, bon, mais nous pensons qu'il y aura beaucoup d'autres adhésions les années à venir. Mais ce qui est important ici, c'est que ce collectif est partagé entre 14 pays
Donc, c'est déjà une forme de coopération qui existe à la base, dont les missions sont définies dans des axes tels que la coédition qui est, pendant ces 2 jours-là, qui est revenue fortement recommandée, parce que c'est une forme qui avance entre l'éditeur et l'éditeur et l'auteur, entre éditeur et éditeur-auteur. Je pense que la coopération aussi a besoin de bases légales, ce qui veut dire simplement, je sais qu'au niveau du Nord, ces questions ne se posent presque plus parce que le cadre est légal, mais dans nos pays respectifs, il y a des retards, il faut le reconnaître, mais je pense qu'il y a des efforts qui se font actuellement pour essayer de poser des pistes, essayer de régler les questions qui sont posées aussi, parce qu'on constate dans beaucoup de pays l'absence, par exemple, de politique nationale du livre. Mais si je prends le cas du Sénégal, c'est vrai que nous avons des avancées, mais nous n'avons pas encore cet ensemble qui offre un cadre d'évolution, qui offre un cadre pour mieux faire avancer la profession. Je sais qu'il est déjà allé très loin par rapport à cela, mais ce qu'il faut reconnaître, que dans beaucoup de pays africains, d'ailleurs qui composent AfriLivre, il y a ce manquement-là. Donc, pourquoi je le dis? Parce que simplement, ce sont ces cadres qui nous permettent d'élaborer des collaborations vraiment équitables entre nos frères du Nord, parce que pour une simple raison, hier en écoutant, je crois, le représentant du Burkina qui parlait de l'UEMOA et des dispositions qui ont été mises là-bas, et dans son pays, il n'y avait pas cette politique. Je crois que nous devons, avec cet ensemble, élaborer des textes. Nous devons voir ce qui existe déjà et en faire une politique régionale, parce que c'est très important que nous puissions avoir ce cadre dont j'ai parlé tout à l'heure. En termes de coédition, c'est vrai, il y a, je crois que Aliou Sow a déjà donné un ton avant-hier en parlant de la coédition solidaire qui existe. Et dans ce cadre aussi, au sein d'AfriLivre, il y a beaucoup de projets d'édition qui ont été mis et qui ont été développés et qui nous ont permis aussi d'assurer cette collaboration, cette coopération que nous recherchons tous, parce que c'est ça qui fait avancer le métier dans nos pays respectifs. Alors, quand je parle de cadre légal, parce que c'est très important, parce que nous avons des instruments régionaux. Je prends l'exemple de l'UEMOA, qui déjà a réglé le problème des taxes depuis fort longtemps. Mais très peu de professionnels utilisent ces textes, même si les pays ont ratifié ces lois-là. Donc, il nous faut, je crois que cette rencontre nous permet de pointer ces retards que nous avons et de pouvoir les utiliser pour faire avancer les choses. Parce que simplement, quand on veut parler avec le Nord, et nous savons que toutes les dispositions ont été... Enfin, ils ont presque toutes les dispositions concernant le livre. Et que de l'autre côté, nous avons des retards, là, ça pose problème. Donc, il y a un dénivellement qu'il faut rattraper. Je pense que cette rencontre va nous permettre de corriger ou de faire ou de dire à ces responsables qui sont avec nous dans nos pays respectifs de pouvoir nous aider à pousser afin la barre très haute. Vous voyez, votre temps de parole était terminé. Je vous remercie beaucoup pour ces points mis en avant. Effectivement, une discussion qui a eu lieu en amont des états généraux sur un projet qui s'appelle les ressources éducatives, la composante Lire pour apprendre, qui ça donne exclusivement à la littérature de jeunesse et au renforcement de la structuration de la filière littérature jeunesse en Afrique subsaharienne. Je vous remercie d'avoir
le résultat de ces échanges dans cette table ronde. Je pense qu'on pourrait conclure sur le fait de l'existence déjà d'une législation, mais qui n'est pas appliquée ou partiellement appliquée, et qui crée, qui renforce en fait cette asymétrie entre le secteur éditorial du nord du monde et du sud, où effectivement le fait de cette absence de structuration de la chaîne du livre ne permet pas d'avancer en fait dans un échange contractuel équilibré, et renforce effectivement une fragilité déjà très forte de l'objet livre, qui n'est pas non plus on va dire un bien culturel accessible facilement au niveau du coût de l'achat de ce livre. Donc j'entends effectivement que les coéditions sont un mode de fonctionnement assez établi. J'ai entendu le mot qui a déjà été utilisé par Camille Clorec de coédition solidaire. Et si je me souviens bien, les conclusions avaient été de dire que ça permettait d'élargir les catalogues, de diversifier aussi la possibilité d'offrir des ouvrages pour différents domaines littéraires, mais aussi de pouvoir mutualiser des compétences et des services que chacun pouvait offrir de manière différente, et que cela permettait de renforcer réellement les modes de collaboration entre les différents éditeurs, et pas que les éditeurs, aussi les quelques libraires qui existent sur place. Je vois un assentiment sur ma gauche. Il y a aussi une mutualisation aussi des coûts qui est importante. Voilà, la réduction du coût du papier aussi, et de la mutualisation. Donc merci beaucoup à Abdoulaye de nous avoir partagé cette expérience. Je vais me tourner maintenant vers l'océan Indien et demander donc à Corinne Fleury de partager avec nous les modes de coopération qui peuvent être mis en œuvre dans cette partie du monde plus particulièrement. Donc vous êtes cofondatrice et directrice de l'Atelier des Nomades, la maison d'édition franco-mauricienne, et je sais que vous avez un exemple réussi auquel vous avez participé et que vous voulez nous partager avec nous. Vous devez partager normalement un diaporama que vous avez réalisé. Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer. Je vais essayer en effet de partager ce document. Alors. Là, on voit la page. Voilà, exactement, parfait. Je pense que c'est exactement bon comme ça. Hop, voilà. Je vous félicite. Nous vous écoutons. Voilà, c'est parfait. Oui, eh bien, effectivement, je souhaiterais développer un petit peu la notion de coédition qui, effectivement, a été beaucoup reprise lors de ces journées-là des États généraux. Puisque pour moi, je pense à l'aspect de la coopération qui est essentiel entre éditeurs. Alors, je voudrais, comment dire, m'appesantir sur le fait que la coédition n'est pas seulement une manière de co-imprimer pour partager les frais fixes de fabrication, mais il s'agit vraiment et surtout de pouvoir éditer ensemble. Alors pourquoi éditer ensemble est si important et intéressant ? Puisque effectivement, d'une part, cela permet de favoriser la collaboration entre éditeurs, alors entre éditeurs d'une même zone, par exemple en Afrique, mais aussi de zones différentes, notamment quand on évoquait les problèmes d'éventuellement d'échange et de travail entre le Nord et le Sud, la coédition peut être effectivement un moyen assez efficace de collaboration. Cela permet aussi l'échange de compétences tout au long du processus éditorial et de fabrication. On peut imaginer que sur un projet, un éditeur prenne en charge la partie éditoriale, quand un autre s'occupe de la fabrication, et puis encore un autre le transport.
Et puis évidemment, il y a une importance capitale qui est la mutualisation des coûts, les coûts de création, les coûts de développement éditorial. Ça peut aussi être des coûts de traduction, de fabrication et parfois même de transport. Cela favorise aussi la bibliodiversité, donc on oubliait parfois un petit peu cet aspect de la coédition, mais plutôt que de multiplier par 2 ou par 3 un livre sur un thème existant en librairie, on réfléchit ensemble à un sujet et on produit collectivement une seule et même œuvre, laissant ainsi la place à une plus grande diversité de livres et de sujets en librairie. Un autre aspect intéressant de la coédition est l'élargissement évidemment de la zone de diffusion, puisque on peut retrouver un même livre dans différents territoires. Et lorsqu'on parle de l'élargissement de la zone de diffusion, on parle aussi de la diffusion des auteurs dans des territoires divers. Et finalement, parce que ce n'est pas toujours le cas, coéditer peut aussi permettre de faire des projets solidaires. Par exemple, à l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, il y a une collection qui est Terre solidaire, donc qui permet non seulement de coéditer, mais aussi d'adapter le prix au marché local de ces éditeurs pour permettre une meilleure présence et une meilleure, comment dire, un achat facilité de la part des lecteurs. Et je voulais, pour donner un exemple concret de la coédition, vous présenter un projet que nous avons mis en place l'an dernier avec des éditeurs de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, qui est une activité autour du livre de Philippe Brasseur. À l'origine de ce livre, vous voyez à gauche le livre des éditions Casterman qui a été publié en 2013, et puis à droite l'objet que nous avons fait l'an dernier avec 11 acteurs du livre, donc 10 éditeurs et un libraire en Afrique continentale et de l'océan Indien. Donc cet ouvrage nous a intéressés, nous, éditeurs de l'AIEI, puisqu'en fait c'est un ouvrage à destination des professionnels du livre pour l'enfant et l'éducation enfantine qui permet de donner des idées ludiques, originales, pour donner le goût du livre aux enfants. En revanche, ce livre, tel qu'il était à l'origine en 2013, était vraiment tourné autour de la culture du livre et de la lecture franco-belge. Donc, ce qu'on souhaitait, c'est d'essayer de publier le même ouvrage avec le même auteur, avec un contenu quasiment identique, mais un contenu qui soit toutefois adapté au contexte et à l'environnement culturel des pays africains. Et donc pour ce faire, nous avons dû nous organiser pour cette coédition, et j'insiste vraiment sur le fait équilibré à la fois avec l'éditeur du Nord, Casterman, et les coéditeurs du Sud, les 11 partenaires pour cette coédition. Donc elle s'était organisée autour de Casterman dans un premier temps avec une session de droit de ce titre, et puis nous avons travaillé à la fois avec Casterman et avec l'auteur pour pouvoir adapter les illustrations et le texte. Alors pourquoi les illustrations? Puisqu'en fait on a souhaité mettre des références parfois qui s'adaptent plus au contexte africain, et le texte notamment parce que parfois on se retrouvait avec comment dire des différences culturelles qu'on a eu envie de recontextualiser. Très bien. Je me permets de vous couper parce que vous avez tout à fait bien rempli votre temps de parole. Et merci beaucoup pour cette très très belle présentation
qui nous permet de comprendre l'ensemble en fait des enjeux. Je comprends aussi que, comme vous vous disiez, ça permet d'élargir la zone de diffusion, donc de faire en sorte que ce livre soit présent dans 13 pays à un prix qui correspond à un pouvoir d'achat local. Donc au final, le produit est adapté aussi bien tant en tant du contenu que du prix et là, en termes d'accessibilité à l'ensemble des marchés auxquels il s'adresse. Je me permets de vous couper pour qu'on puisse passer la parole à nos deux derniers intervenants. Merci beaucoup, c'était très très clair. Je passe la parole maintenant à Camille, non pas à Camille Clorec qui est à ma gauche, mais à Corentin Emery, excusez-moi, fondateur de Nakiri, qui est une plateforme francophone de vente et d'achat de droits, et à mon avis un acteur intéressant aussi qui essaye, et il va nous l'expliquer, de faire du lien et pour faire en sorte de renforcer cette possibilité de se rencontrer et de faire des coéditions. Je laisse la parole à Corentin Emery. Oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation également. Mais ce qu'était Nakiri, donc c'est une plateforme numérique qui permet de réunir des éditeurs francophones entre eux et aussi les mettre en relation avec des éditeurs internationaux pour faciliter la cession de droits, donc cession de droits de traduction, d'adaptation, et aussi la possibilité de faire des coéditions. Parce que c'était notamment en discutant longuement avec des éditeurs francophones, aussi bien du Nord que du Sud, que ce besoin était apparu, donc on l'a mis en place. Et la deuxième fonction de Nakiri, c'est de créer justement ces points de rencontre, puisqu'on sait que ces projets de cession de droits et ces coopérations entre éditeurs, déjà, quand c'est sur le même continent, ça peut prendre du temps, mais alors sur des continents différents, c'est d'autant plus difficile. Et donc, on utilise la ressource qu'on est actuellement en train d'exploiter, la visioconférence, pour pouvoir faire en fait des marchés des droits complètement digitalisés, où chacun peut charger son catalogue en ligne, titre par titre, et ensuite prendre rendez-vous directement avec des acheteurs internationaux, ou simplement faire la découverte de nouveaux partenaires. On a mis en place ce dispositif plusieurs fois, notamment pour la foire du livre de Bruxelles, le marché européen des droits de Bruxelles, qui est vraiment centré sur la francophonie et sur l'Europe, puisque Bruxelles est la capitale de l'Europe, donc ça coulait de source. Et c'est vrai que ce dispositif a beaucoup plu, et notamment à des éditeurs qui n'ont pas nécessairement les moyens de se déplacer dans les grandes foires internationales, comme Londres, Francfort. Et la qualité des échanges n'est pas pour autant inférieure ou dépréciée. C'est strictement la même, et voire même elle est plus libre, puisque chacun peut entrer directement en contact avec la bonne personne, puisque tout le monde vient pour la même chose en réalité. Pour dire que nous, en tout cas chez Nakiri, on croit vraiment que le marché francophone doit se prendre en main dans la mesure où il faut que chacun se sente faire partie du même marché, du même bassin de langue, ce qui n'est pas toujours évident, notamment quand il y a des frictions nord-sud, mais pas nécessairement que dans ce sens-là, ça peut aussi être nord-nord et sud-sud. Donc essayer de gommer ces frictions en offrant une plateforme la plus facile d'utilisation et puis la plus facile d'accès aussi, possible, d'un côté, et forcément mobiliser le digital autant qu'on peut pour qu'en fait ce genre d'outil, puisque c'est un outil aussi, au-delà d'être une communauté, rentre en fait dans le quotidien des pratiques professionnelles, où on se dit qu'il n'y a pas nécessairement besoin de créer un poste ou plusieurs postes, ou de faire des longues études de prospection sur des marchés étrangers ou différents. Il suffit simplement de mettre son catalogue en ligne et de l'animer avec un outil qui est fait pour. Donc on croit beaucoup à ces deux dimensions-là, en fait, l'effet de réseau et l'effet de communauté, et puis de l'autre, utiliser le digital comme une ressource professionnelle. Et on croit aussi, donc pour faire le deuxième axe de l'atelier, qu'il faut collaboration entre éditeurs, c'est certain, mais aussi entre éditeurs et d'autres acteurs de la chaîne du livre. Et nous, en ce qui nous concerne, c'est principalement les traducteurs. Parce que je pense qu'avoir aussi accès à un réseau de traducteurs, en plus d'un réseau de partenaires, on va dire, commerciaux, permet d'accélérer aussi certains processus de vente
Parfois, ils peuvent être freinés ou bloqués parce qu'on ne trouve pas la bonne personne, parce que les réseaux de connaissances aussi personnels ne sont pas assez étoffés dans certains cas ou pour certains bassins de langue. Et donc là, on veut nous réunir là, dans les prochains mois un réseau de traducteurs internationaux et aussi mettre à disposition des bourses pour les éditeurs indépendants notamment qu'ils souhaiteraient afin de faire justement rayonner la langue française dans d'autres langues. La traduction est un des premiers leviers justement pour que la langue française rayonne en fait dans le monde entier. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez synthétique, mais en tout cas c'est voilà nos deux grands leviers, nous de manière très concrète et très pragmatique pour faire rayonner le livre français dans le monde. C'est une plateforme pour échanger, pour se rencontrer et la mise à disposition prochaine d'un réseau de traducteurs. Merci beaucoup. C'est une expérience, enfin, je veux dire, une initiative très intéressante. Petite question, parce qu'effectivement, vous n'avez pas totalement épuisé votre temps de parole, donc j'en profite. La manière d'être référencé sur votre plateforme se passe comment? Oui, tout à fait. Donc, c'est une plateforme en ligne, hein, c'est nakiri.co. Et simplement, vous créez un compte. Donc, l'accès, ça fait partie aussi de nos mantras. Et ensuite, une fois que vous avez un compte, simplement vous chargez votre catalogue. Donc ça peut être au titre par titre au début, simplement pour vous faire la main dans l'utilisation de la plateforme. Et vous rentrez tout un certain nombre de critères, que ce soit le prix de vente public, le nombre de pages, enfin, les informations techniques, des résumés. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'à la pré-offre de droit, avec un petit formulaire que vous pouvez éditer en direct. Donc, puisque le but, c'est à chaque fois de simplifier les termes de l'échange et puis aussi de les accélérer. Parfois, on sait qu'un projet peut prendre 1 an ou 2 à aboutir. Là, vous avez directement la bonne personne au bon endroit et vous pouvez tout de suite formuler une offre ou tout de suite entrer en échange avec elle, avec une messagerie interne. D'accord. Et vous avez plus classique. D'accord. Et vous avez combien d'éditeurs actuellement sur la plateforme? Aujourd'hui, on en a un peu plus de 200. Et ça représente un petit panel, mais en forte croissance, d'1 millier de titres référencés. Et les 200 sont aussi bien des acheteurs que des vendeurs de droits sur les 5 continents. Ça, on a veillé à ce que ce soit équilibré. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que je vais donner la parole maintenant à Vincent Barbare. Et je pense qu'on reviendra plus avant avec d'autres questions après. L'idée est aussi que la salle puisse participer. Alors Vincent Barbare, je vous ai gardé pour la fin. Et je vous remercie, comme on dit, le meilleur pour la fin. Je vous représente donc, effectivement, vous faites partie du groupe Editis, président du groupe français d'édition Edi8. Je vous laisse la parole pour nous expliquer comment, à votre échelle, vous développez la coopération entre les éditeurs et entre les acteurs du chaîne entre les acteurs de la chaîne du livre. Je suis désolée. Merci. C'est la fin de la conférence. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, je voulais partager avec vous une expérience qui est une expérience d'un groupe privé qui a fait de la présence en Afrique subsaharienne notamment et dans la motivation de la création locale qui en a fait un enjeu important, si ce n'est majeur. Alors ce groupe privé, il s'appelle Vivendi, et ce groupe privé est très présent en Afrique via ses filiales, notamment Canal+, et Universal Music. Et quand Editis a rejoint le groupe Vivendi il y a 2 ans, on a souhaité également développer nos propres activités en Afrique en création locale. Et je vais y revenir dans 2 minutes. Parce que pour revenir au thème de la table ronde, qui est comment favoriser la coopération entre les éditeurs et les différents acteurs de la chaîne du livre. Les acteurs, en fait, j'enfonce une porte ouverte, mais le rôle d'un groupe d'édition, d'une maison d'édition, c'est de mettre en contact un auteur qui a une idée, qui a un talent, et un lecteur qui pourrait être intéressé. Et pour cette mise en contact, elle passe par les différents acteurs de la chaîne du livre. C'est-à-dire un auteur qui rencontre un éditeur, qui va imprimer, trouver un diffuseur, un distributeur, mettre les livres en librairie et éventuellement faire rencontrer au moins le lecteur avec le livre, si ce n'est le lecteur avec l'auteur. Et
Et je trouve qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, dans cette chaîne du livre, quand on se met à Abidjan ou dans d'autres, je parle d'Abidjan parce que notre première filiale a été créée à Abidjan, ou dans d'autres villes en Afrique. La relation auteur-éditeur est déjà compliquée, puis après il faut trouver l'imprimeur, les réseaux de diffusion, distribution sont des fois insuffisants, et donc cette mise en relation, bah, il y a beaucoup de trous dans la raquette et donc beaucoup de déperditions. Moi j'ai créé ma première maison d'édition en Côte d'Ivoire, j'avais 25 ans, donc il y a un certain nombre d'années, et j'avais toujours ça en tête. Et donc j'ai voulu essayer de pallier parce que je regardais bien ce que je faisais, moi qui dirige une quinzaine de maisons d'édition en France. Quand je regardais mon activité en Afrique, elle était totalement marginale. Et ce qui est normal, parce qu'en fait je publie des auteurs français qui parlent de sujets français. Les bouquins sont exportés, donc ils arrivent avec retard. À des prix qui sont incompatibles avec, souvent avec le pouvoir d'achat ou la clientèle locale. Et donc je me suis dit, ben, si c'est pour faire ça, ça ne sert pas à grand chose, on va essayer d'inverser le truc. Et en créant Nimba Édition à Abidjan, et le projet c'est de créer une deuxième maison à Dakar d'ici la fin de l'année, et puis on verra dans d'autres pays en 2022 ou 2023, c'est justement de remplir ces trous dans la raquette, de boucher des trous dans la raquette. Donc, maison d'édition avec des patrons locaux. Donc la maison Nimba Édition à Abidjan est dirigée par une éditrice locale qui va publier des auteurs locaux qui vont aborder des sujets locaux. Donc ça déjà, essayer d'avoir une offre éditoriale qui corresponde aux aspirations de la clientèle locale. Et comme il y a un représentant du Québec aujourd'hui, on a connu ça. J'ai le souvenir qu'il y a 30 ans, 80, Sébastien me reprendra, mais je pense que 90% des livres en français qui étaient publiés et diffusés au Québec venaient de France. Et aujourd'hui, plus de 50%, si ce n'est 60%, sont publiés par des éditeurs québécois, avec des auteurs québécois qui correspondent bien à des aspirations, à des sentiments, à des stars locales. Et donc, l'objectif, c'est de faire ça aussi en Afrique. Après, c'est imprimer localement. Alors, c'est compliqué, hein, mais imprimer localement pour que les livres soient disponibles, qu'il n'y ait pas, quand un client veut, ah bah oui, ben on va attendre le prochain conteneur, donc vous l'aurez en 3-4 mois. Donc non, les bouquins, ils sont imprimés localement, et ils sont présents dans les entrepôts à Abidjan, et demain, ils seront présents dans les entrepôts à Dakar. Après, c'est également, bien sûr, diffusé en librairie, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il n'y a pas assez de librairies. On n'a pas un réseau dense de librairies comme on peut avoir au Québec, en France, etc. Et donc, multiplier des initiatives de diffusion alternative. Alors, diffusion alternative, c'est quoi? C'est que nos livres soient publiés, soient présents en priorité en librairie, mais également dans des stations-service, dans des grandes surfaces, dans les boutiques Canal+, présents également dans des fois, quand je publie un livre d'un chef cuisinier ivoirien, que le livre soit présent aussi dans les restaurants du chef en question, etc. Multiplier les occasions de faire rencontrer un livre et un lecteur. Et puis également, dans le trou de la raquette, c'est mettre que l'auteur se mouille, entre guillemets, excusez-moi l'expression, pour faire la promotion de ses ouvrages. C'est également que l'auteur puisse organiser sur place des rencontres entre des tables rondes, des présentations d'ouvrages, donc le lecteur ait l'occasion de rencontrer l'auteur. Et puis également, toujours pour venir à la diffusion, nous travaillons en Afrique avec la société YouScribe, qui est une société qui développe une bibliothèque numérique, donc d'abonnement en streaming. Et autant je suis assez peu favorable de cette solution quand on est dans un pays où il y a un réseau très dense de librairies, etc. Cette solution-là, dans un continent qui est fortement digitalisé, mais avec peu de points de vente physiques, ou pas assez, ça permet aussi de pallier à ce manque, et que donc que les gens puissent accéder à la création et à la lecture via le numérique. Donc c'est une expérience assez ambitieuse, qui consiste donc encore une fois à favoriser la création locale et la diffusion de l'ouvrage. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on arrive à inverser les flux. C'est-à-dire qu'en règle générale, moi, éditeur français, j'exporte mes bouquins dans le monde entier avec toutes les défaillances que j'ai exprimées. Et là, quand j'ai publié mes premiers livres en Côte d'Ivoire il y a même pas un an, c'était à Noël dernier, je me suis aperçu que, via les auteurs qui me relayaient les messages sur les réseaux sociaux, que beaucoup de leurs clients potentiels faisaient partie de la diaspora à Paris, ou à Montréal, ou ailleurs.
Et donc, les livres que j'ai publiés en Côte d'Ivoire, mais finalement, je les imprime numériquement aussi en France pour qu'ils soient présents, alors aujourd'hui sur des sites en ligne, il ne faut pas les citer, Fnac.com, Amazon et d'autres, hein, et demain présents dans quelques librairies aussi. Hein. Donc ça, c'est un premier flux inversé. Et puis également, je fais, alors tout à l'heure, l'expérience de Corinne sur la coédition était très intéressante, c'est qu'effectivement, là, par exemple, sur un auteur de littérature, je l'ai publié en France sur une maison d'édition de littérature qui s'appelle Les Escales, que je dirige, et plutôt que de réexporter le bouquin pour... C'est une auteure camerounaise, donc africaine, plutôt que de réexporter le bouquin, eh en fait, j'ai signé un accord avec moi-même, entre guillemets, pour que le livre soit publié par Nimba Édition en Côte d'Ivoire, et donc il sera imprimé sur place, avec des prix de vente compatibles et adaptés au marché local. Et donc là, au lieu de faire dans le truc classique de l'exportation, là, on est dans une cession de droit de la France vers l'Afrique. Donc voilà ces expériences-là. C'est une expérience récente, hein, qui a moins d'1 an, et en tout cas qui correspond à une vraie volonté de perturber un petit peu les circuits normaux et de favoriser, encore une fois, la création locale, les auteurs locaux et des sujets qui intéressent les publics locaux. En jeunesse, c'est par exemple évident que si on fait le Club des 5 et ça se passe entre Fontainebleau et Livry-Gargan, c'est pas sûr que le gamin à Abidjan ou à Dakar, il retrouve ses repères. Si on fait une création locale qui se passe entre Grand Bassam et Abidjan, les repères seront peut-être plus faciles pour un Tout à fait. Je pense que c'est un souci partagé dans les différentes interventions qu'on a vues de contextualiser l'offre au marché considéré. Et donc, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Donc, sur un modèle différent où, d'une certaine manière, vous appliquez la notion de cession de droit qui a été mise en avant juste à l'instant par Pierre Dutilleul comme étant un axe de travail qui va être mené par le SNE pour favoriser justement la diffusion du livre et non plus l'export du livre, en pratiquant des cessions de droit scindées sur des territoires outre-Tora. Ce que je comprends aussi dans votre chaîne du livre, c'est qu'a priori, vous ne créez pas des coéditions avec des éditeurs préexistants, mais vous créez votre maison d'édition locale pour pouvoir mettre en œuvre des systèmes plutôt donc de cession avec une implication forte des acteurs de la chaîne nécessaires pour faire en sorte que cette maison d'édition ait une offre qualitative qui corresponde au marché local, mais aussi de pouvoir utiliser ces mêmes livres et de pouvoir prendre ces mêmes livres et les proposer sur le marché français sur une logique plutôt numérique a priori, mais pas uniquement numérique, avec des propositions papier. Oui, édition papier, c'est revendu, mais c'est la version papier qui est revendue par les sites de e-commerce classiques. Mais ça, c'est important. Mais l'objet quand même principal et essentiel de Nimba, c'est de développer de la création locale pour une diffusion locale. Hein, et il y a également un objet de transfert d'expérience et de compétences, parce qu'effectivement, je demande à ce que mes collaborateurs ici en France puissent de temps en temps m'accompagner à Abidjan et demain à Dakar, quand j'ai une spécialiste de l'édition jeunesse, quand j'ai un spécialiste de l'édition de livres de cuisine, de temps en temps, quand je veux développer ces gammes en Afrique, il y a un transfert d'expérience qui se fait. Donc je pense que c'est assez vertueux. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je pense que, est-ce qu'il y a des réactions alors sur le plateau, dans la salle, etc., ou des ajouts par rapport à des expériences qui n'auraient pas été déjà citées et qui sembleraient intéressantes d'ajouter, ou des questions sur des sujets qui ont déjà été abordés ou des sujets qui n'ont pas encore été abordés. Et merci beaucoup pour ces présentations qui nous ont permis d'avoir une description assez détaillée des différentes formes de coopération qui peuvent exister sur différents continents, sachant que la coédition reste une forme assez partagée. Je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions sur le plateau? Je pense que Abdoulaye a envie de... Oui, je voudrais juste réagir par rapport à la dernière intervention. Quand on parle de cession de droit, je crois que c'est je dirais c'est
le point le plus important vers cette coopération qui va venir. Je crois qu'au niveau du Sénégal, au niveau des autres pays, du Mali, les éditeurs sont là et cherchent dans ce domaine, c'est-à-dire que dans le domaine des droits, des cessions de droits. Parce que la question a été posée hier avec le rapatriement des auteurs africains qui sont publiés à l'étranger. Ça pose énormément de problèmes actuellement à ces auteurs-là. Je prends un exemple sur le dernier ouvrage de Mbougar Sarr, qui est sorti, qui a eu un succès déjà. Mais ce livre n'est pas présent au Sénégal, ni au Mali, ni quelque part en Afrique. Et ces auteurs souffrent de ce manque. Mais je crois que cette piste qui a été dégagée concernant la cession des droits doit être explorée davantage, parce que ça permet cette coédition, d'étendre cette relation, cette coopération, d'étendre cette coopération au niveau des autres pays. Parce que si un éditeur africain arrive à avoir ses droits, je crois que beaucoup de choses seront limitées, surtout en termes de vente, en termes de prix de cession dans le pays, parce que c'est là où se trouve le réel problème actuellement, parce que le livre qui est publié en France n'est pas bien vendu et ne peut pas être bien vendu à Dakar parce que le prix est exorbitant. Mais si on arrive avec des paliers de cession à acquérir ces droits, je crois que beaucoup de choses seront résolues. Je crois que c'est la meilleure piste, c'est la plus grande piste qu'il faut explorer pour régler cette question de coopération, je pense. Merci beaucoup pour cette intervention. Vincent Barba. Je disais juste, bien sûr, c'est une piste indispensable et préalable, mais faut-il encore qu'après, une fois qu'un éditeur local acquiert les droits de tel ou tel livre, et notamment des auteurs africains qui effectivement sont des fois exportés mais pas présents sur place, faut-il encore qu'après, dans l'écosystème et dans la chaîne du livre, ces livres puissent être diffusés, consultables. Alors encore une fois, que ce soit papier, numérique, ce qui est important, c'est que les gens aient accès à la lecture. Et donc voilà, donc acquérir les droits, c'est important, c'est préalable, mais après, faut-il encore que le livre puisse être présent et que souvent le réseau de librairies est insuffisant pour que cette présence soit d'un niveau pertinent. Oui. Et donc, pour vous, la diffusion alternative qui reste a priori tout de même des modes de diffusion déjà mis en œuvre en librairie, station-service, grande surface, Alliance Canal+, boutique Canal, voilà. Numérique aussi. Et l'aspect numérique. Je pense que je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à peut-être un exemple concret, la collection Terre Solidaire dont parlait Corinne rapidement tout à l'heure. C'est une collection, on travaille actuellement au 15e titre à l'Alliance, et en fait elle a été créée initialement pour rapatrier les textes africains en Afrique, les textes écrits par des autrices et des auteurs africains. Donc c'est un exemple aussi assez intéressant. Il y a un comité de lecture qui choisit un texte et l'Alliance rachète les droits souvent donc, à la maison d'édition française qui l'a publié pour que ce soit diffusé dans les pays concernés. Donc parfois c'est 5, 6, 7, 8 pays en fonction des maisons d'édition qui participent au projet. Voilà, c'était juste pour parler de cette... comme on parlait de cession de droits, voilà, en tout cas des coéditions entre maisons d'édition africaines de textes africains. Voilà. Merci. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à l'intitulé de cette table ronde, c'est qu'on dit renforcer la coopération entre les acteurs de la chaîne du livre, mais que parfois, sur certains territoires, des acteurs manquent, si je comprends bien. Donc, il ne suffit pas non plus de rajouter des points de rencontre pour que des projets puissent naître. Il faut aussi, donc je disais, renforcer une structuration du secteur éditorial, de renforcer les politiques publiques et a priori aussi de renforcer les compétences et de faire un transfert de compétences à défaut quand il n'y a pas déjà de compétences locales. Je peux même poser une question à M. Barbare. C'est la raison pour laquelle vous privilégiez en fait la création de vos propres filiales plutôt que de vous associer avec des maisons d'édition existantes. C'est suite à des expériences précédentes ou c'est parce que c'est pour vous une façon de garder une ligne éditoriale qui vous évite, on va dire, un temps de coordination?
Oui, ça peut être ça, parce que l'opportunité ne s'est pas créée. Je suis pas fermé au fait Bon, j'ai plutôt tendance à créer des filiales que plutôt de m'associer, hein. Donc voilà, mais je suis pas fermé si demain je veux ouvrir une maison, encore une fois, à Dakar, au Maroc, au Togo, etc. Je peux très bien trouver un partenaire local. C'est pas un a priori dogmatique, hein. Là, l'opportunité s'est présentée en Côte d'Ivoire avec la rencontre avec Sarah Maudit qui dirige cette maison Nimba Édition. Et donc on avait un projet en commun et on a mis en œuvre ensemble. Voilà. Mais il n'y a pas de... toutes les opportunités sont ouvertes. Ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir développer des acteurs professionnels pour faire la création locale, pas que sur la littérature, hein. Nimba est présent beaucoup en jeunesse, en livres pratiques. Voilà, on fait des livres sonores aussi pour les enfants. Et j'ai profité aussi de mes expériences, de mes maisons qui sont présentes en France pour un peu décliner un certain nombre de concepts. Je vous parlais du livre sonore. Le livre sonore, c'est un concept que nous développons chez Grune Jeunesse ici en France. C'est la première collection de jeunesse. Donc, c'est des airs de musique développés avec des puces pour les enfants. Et ben, une fois que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai fait mes premiers airs africains. Et là, je sors pour Noël mes premiers airs ivoiriens. Donc, ça consiste à reprendre des airs de musique d'artistes ivoiriens et à les adapter pour les enfants. Donc, tout ça pour dire que c'est des concepts que j'ai déclinés sur place en accord avec l'éditrice, hein, parce que tous les concepts ne sont pas, encore une fois, exportables. Donc, voilà, donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas un sujet de position dogmatique, c'est les opportunités qui ont fait ça. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle? Alors allez-y, je vous écoute. Écoutez-moi. D'accord, donc une intervention en direct. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Je vous en prie, on vous écoute, on vous entend. Alors, je me présente, c'est Abdelkader Etnani. Je suis éditeur à Casablanca. Bonjour, monsieur Etnani. Bonjour. Alors, je vous écoute et je trouve que c'est très intéressant, mais j'aimerais, parce que l'histoire est toujours très importante et la mémoire, je voudrais me référer à ceux qui sont déjà anciens un petit peu dans ce domaine, et je fais partie de ces doyens d'éditeurs africains. J'ai 41 ans dans le métier d'éditeur. J'ai plus de 2000 titres dans mon catalogue et j'ai essayé, j'y crois beaucoup parce que j'étais un expert et un consultant de l'Agence intergouvernementale de la francophonie pendant plus de 20 ans, donc je connais un petit peu le secteur du livre en Afrique et je le connais très bien dans mon pays, le Maroc. Alors, en 1992, il y a eu un grand événement qui a été organisé par le ministère des Affaires étrangères français et le ministère de la Culture. Et ils ont fait un grand colloque à Casablanca, à la Fondation Al Saoud, en 1992. Et pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent se référer aux interviews qui ont été faites sur Livre Hebdo de l'époque, en 92. Et j'étais il y avait 3 éditeurs qui ont intervenu, et je faisais partie de ces 3. Et j'ai exactement parlé des mêmes problèmes qui se posent au niveau, et ça s'appelait d'ailleurs en grande pompe, c'était la coédition Nord-Sud. Alors Nord-Sud, si on prend un peu les chiffres qui ont existé depuis 92 à ce jour, il y a pratiquement, si les chiffres on les donne, on serait tous un petit peu étonnés que les chiffres ils sont très bas. Il y a très peu d'opérations qui ont réussi ou qui ont eu des opérations intéressantes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, quand on a pensé à cette coopération Sud-Sud, il faut qu'il y ait un engagement moral, éthique entre un éditeur africain et un éditeur français. Et là, la comparaison il serait difficile parce qu'il y avait toujours l'éditeur français qui n'était pas très volontaire pour donner une cession de ses livres pour essayer de voir comment. Et je m'explique. Et ce qui est tout à fait normal si on prend sur le plan gestion. Mais monsieur Etnani, je suis désolée, mais est-ce que vous pourriez passer aux conclusions? Aux conclusions, moi j'aimerais bien, on parle de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais j'aimerais bien que les chiffres qui ont été cités, de me dire qu'est-ce qu'on a fait comme cas, quel livre a été opérationnel entre un éditeur français et un éditeur africain, quel a été le tirage, quelles ont été les ventes, quels sont les auteurs qui ont été retenus par des éditeurs français et qui viennent de l'Afrique. C'est ça la conclusion que je tire.
Et je dis que jusqu'à ce jour, on n'a rien fait. Et ce qui est important de savoir, c'est que la langue française, malgré tous ces déboires, on y croit et on travaille et on continue à sortir des livres en langue française, alors que c'est la langue pour tout le monde, si vous voulez, pour la francophonie. Mais il n'y a pas ce soutien ni cette volonté de parler. Il y a quelques essais. Moi, je suis très heureux. Je pense qu'on vous a entendu. Je termine juste sur deux choses. C'est la première fois que j'arrive à obtenir ça. J'ai eu 3 grands éditeurs français, Gallimard, Jean-Claude Lattès et Albert Michel, à qui j'ai écrit pour des sujets qui sont très intéressants et qui intéressent le Maroc, et qui ont accepté de me céder les droits. Bien sûr, j'ai posé la condition de les faire en français, mais à un prix 3 fois moins cher que le prix français, et de faire une traduction pour le monde arabe. Et ils ont été d'accord. Et ça, donc vous êtes en train de me dire que, donc vous êtes en train de me dire que finalement, 30 ans après, vous voyez des avancées. Oui, mais 30 ans, c'est quand même un retard assez important. Mais il faut qu'on ait des chiffres. Et si on n'a pas de chiffres, c'est bien de lancer des paroles qui sont magnifiques et qui... Alors, il y a eu des chiffres. Alors, je me permets de vous couper parce que, effectivement, je pense que vous n'êtes pas présent ici pendant les États généraux. Il y a eu une étude, justement, économique qui a été faite, 400 pages, si vous voulez, vous pourrez vous référer. Et pour la lire, effectivement, il y a eu un chiffrage. Autant que les données étaient possibles naturellement. Il y a aussi des trous dans la raquette, comme disait M. Barbare, parce que parfois les statistiques ou les chiffres ne sont pas accessibles, mais il y a réellement eu pour ces États généraux une volonté justement d'amener un bilan chiffré de l'état du secteur éditorial dans l'espace francophone. Donc ça, vous avez été entendu. Vous voyez, alors je ne dis pas que ça a été immédiat comme réponse, mais 30 ans après, on y est. Et je disais tout à l'heure, et peut-être on peut aussi donc rester en ligne pour la séquence de cet après-midi, où ce matin, le directeur du syndicat national de l'édition français a dit que concrètement, ils allaient faire en sorte de passer à une politique favorisant la cession de droits plutôt que l'export du livre, et que peut-être cette ère que vous avez appelée il y a déjà quelques décennies pourrait maintenant s'ouvrir de manière plus large. Et en tout cas, je pense que les coéditions, même si au final, en termes de chiffres, selon les territoires, peuvent rester marginales, ne sont pas aussi marginales que ça dans d'autres pays, et que ça reste un mode contractuel qui est très prisé pour différents éléments, caractéristiques qui ont été cités tout le long de ces tables rondes. Et je pense que ça dépend aussi de la capacité des maisons d'édition de passer ce temps eux-mêmes. Hier, on avait Loubna Serraj qui intervenait, à qui on posait la question pour savoir pourquoi elle n'en faisait pas plus de coédition. Parce que aussi la taille de sa maison d'édition ne permet pas non plus d'en faire plus ce type de contrat. Après, j'entends bien qu'il y a une asymétrie dans ce que vous dites entre les éditeurs du Nord et les éditeurs du Sud, mais aussi on a beaucoup parlé de coédition entre éditeurs du Sud, simplement, donc Sud-Sud. Apparemment, c'est un mode de fonctionnement qui monte en puissance. Alors, vous étiez sûrement un précurseur, voire un pionnier dans ce mode de collaboration. Mais vous avez montré la voie, et il semble que... Je voudrais juste, si vous permettez, ajouter 2 mots, rapidement. Le club d'Oujda qui a été créé à l'initiative de l'agence de l'Oriental et qui regroupe pratiquement une dizaine d'éditeurs africains et de l'Occitanie. Nous avons le prix, vous avez parlé de Loubna qui a eu le prix Orange d'Afrique. J'ai cédé gracieusement les droits à 6 pays africains pour qu'ils puissent l'imprimer. C'est des tirages très petits, c'est 500 exemplaires. Et j'ai cédé gracieusement les droits pour 6 pays africains. Et je pense que certains éditeurs français devraient prendre exemple sur ce que je viens de faire, moi, marocain, petit éditeur, mais grand dans son pays. Très bien, mais merci beaucoup pour cet exemple. Effectivement, ce serait un exemple qui pourrait permettre peut-être d'ouvrir une nouvelle voie. En tout cas, je dois dire que c'est une direction qui apparemment est prise aussi par des éditeurs qui ont une part de marché plus importante que d'autres dans ce marché mondial du livre en langue française. Merci, Monsieur Retnani, pour cette intervention depuis le Maroc. Il y a une dernière question dans la salle. Après, je pense qu'on va devoir clore la session. Je vous en prie.
Je crois que ça marche. Ça marche, on vous entend. Marche. Je m'appelle Monsov Gadletti, je suis éditeur. J'ai l'habitude de dire que je suis artisan-éditeur, ça correspond plus à ce que je fais. Malheureusement, j'ai encore plus d'ancienneté dans cette profession que Abdelkader Ratnani. Je voudrais juste vous dire une chose. Vous êtes les bienvenus, je suis tunisien. Vous êtes évidemment les bienvenus, mais j'aimerais quand même que ces États généraux fassent un peu moins de constats et un peu plus de propositions. Les constats, il suffit de lire les PV des différentes sessions qui sont déjà passées, sous une forme ou sous une autre, et entre autres parrainées par la francophonie, pour savoir qu'effectivement nous avons un problème de déficit de points de vente dans nos pays, que nous avons un problème de déficit de présence en Europe, etc. Moi, j'aimerais que nous soyons un peu plus opérationnels et j'aimerais en tout cas proposer une chose qui ne devrait pas être trop compliquée à faire pour l'ensemble de ceux qui ont participé à ces États généraux, c'est-à-dire créer... Tout à l'heure, j'entendais dire qu'à Bruxelles, il y avait la foire des droits européens. Ça fait quand même une petite chambre de Francfort, parce que la foire des droits européens, elle se passe également à Francfort et principalement à Francfort. Et par contre, il n'y a nulle part, en dehors de l'Europe, disons, et en dehors de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire du Québec, d'opportunités, d'endroits où nous puissions, nous, artisans, éditeurs africains, nous rencontrer pour essayer de faire des choses en commun. Je rappelle à Abdelkader Ratnani, ici il est toujours en ligne, que nous avions un grand projet comparable au barrage sur le Nil, c'est de faire entre lui un éditeur algérien qui s'appelle France Fanon, il y a un très joli nom en plus, et moi-même, un accord pour que nous sortions un livre chacun des deux autres par an. Ça fait 3 ans que nous parlons de ça. Peut-être que nos enfants arriveront à ce que ce soit fait. Et entre autres, c'est parce qu'on ne se rencontre pas. Alors moi, ce que je propose, c'est que de ces États généraux sorte l'idée que quelques sous, pris aussi bien à la francophonie qu'à la culture qu'aux affaires étrangères et peut-être même au ministère de la Défense français, soit réservé ou soit attribué à une rencontre, soit dans le cadre d'une foire qui existe, soit en créant un petit événement de rien, pour que nous puissions nous rencontrer et que nous fassions ce que je vous propose, faire plutôt que dire. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Excusez-moi, vous êtes quelle maison d'édition en Tunisie ? Ma maison d'édition s'appelle Déméter. Déméter, merci beaucoup. C'est une référence grecque, mais c'est une maison tunisienne. Oui, merci. Vous avez aussi quelques filiations avec l'histoire hellénique. Merci pour cette intervention. Cet après-midi, en fait, ce sera la partie proposition concrète. Je tiens à vous dire qu'il y a un projet qui est déjà en cours, qui est soutenu par le MAE français, mais je pense que la finalité de ces états généraux était aussi de voir comment il peut y avoir une réponse concertée et commune, et pas uniquement du Nord, mais à chacun avec sa mesure, pour pouvoir justement développer différents outils qui sont des outils de mutualisation et aussi de rencontre. Il y a un projet qui s'appelle Livre des deux rives, qui est consacré au renforcement du dialogue entre les communautés civiles France-Maghreb, qui est en train de se mettre en place, qui justement a comme modalité de favoriser les rencontres entre éditeurs maghrébins, algériens, donc tunisiens, marocains, et éditeurs français, tous ensemble. Donc je pense qu'on a déjà finalement répondu à votre demande, sauf que ce financement sera sur 2 ans et que l'actuelle pandémie crée un petit peu d'obstacles à la mise en œuvre actuelle du présentiel. C'est la première rencontre.
Donc là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a une certaine forme d'usure par rapport à différents acteurs qui sont déjà impliqués dans ces enjeux depuis plusieurs décennies pour certains. Mais il ne faut pas considérer que les états généraux ne sont qu'un partage de constats. Il y a un travail qui a été fait aussi à un niveau politique et à un niveau sectoriel, parce que chacun d'entre nous a sa pierre à amener pour faire en sorte d'amener des contributions concrètes pour favoriser ces échanges. Et comme je dis, les réponses ne sont pas les mêmes selon les pays, vu que les situations sont très très diverses, comme on vient d'en faire le constat partagé. Mais merci beaucoup pour cette intervention. Je vous invite à reprendre la parole cet après-midi si, le cas échéant, vous ne trouviez pas satisfaction à vos demandes. Il y a encore une intervention en virtuel. Je pense que ça va être compliqué. Excusez-moi, il y a encore une question dans la salle aussi. C'est vraiment pour une question, je suis d'accord. Allez-y, on vous écoute. Si la communication le permet. Ben écoutez, la communication, c'est bloqué. Si. Allez-y. La communication n'est pas assez bonne. Est-ce que c'est possible d'écrire la question par écrit, parce que la communication ne le permet pas, la connexion n'est pas assez stable. Peut-être une dernière question dans la salle. Je vois à travers la lumière. Voilà, donc... donc je vous proposais de passer directement en conclusion. D'accord. Jean-Baptiste Zébé-Lamou, je suis éditeur guinéen et après vos différentes interventions, je suis très heureux parce que j'ai eu à prendre beaucoup de connaissances qui me permettront de faire face à ma maison d'édition en Guinée. Et concernant la coédition avec Terre solidaire. Terre solidaire. Donc, comment est-ce que ça se passe exactement chez vous et comment vous pouvez intégrer des maisons d'édition, par exemple en Guinée, dans votre domaine? Voilà. Merci pour la question. Alors, pour répondre à votre question, la collection Terre solidaire, elle concerne les membres de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Il y a des éditeurs, des maisons d'édition guinéennes dans l'Alliance et donc qui font partie de cette collection. Il y a un comité de lecture qui se réunit et qui propose et choisit un texte qui ensuite est coédité selon une coédition non pas classique parce que c'est une coédition solidaire. Donc l'Alliance rachète les droits à la maison d'édition française ou pas forcément, ça dépend. Par exemple, un des derniers textes qui a été publié, c'est Mounial de Djali Amadou Amal, donc c'était édité par le Cameroun. Et ensuite, les coûts sont mutualisés, chacun aussi a un rôle différent de distribution, d'impression, de douane aussi, de frais de douane, enfin tout ça est contractuel aussi, est contractualisé. Mais voilà, si vous êtes intéressé par cette collection, vous pouvez voir sur le site de l'Alliance plus d'informations. Mais il y a aussi peut-être vous rapprocher tout simplement de l'Alliance voilà, pour nous connaître un peu mieux. Voilà, et je pense qu'hier, il nous a été dit qu'il fallait être coopté par 2 membres pour Alors, en fait, oui, enfin, il faut déjà, comme c'est un réseau, l'Alliance c'est un réseau, donc on l'a déjà dit, mais aussi d'affinité et de solidarité. Et c'est important de prendre le temps aussi de se connaître. Voilà. Et de partager les valeurs voilà. au départ, oui, parce que, je répète ce qui a été dit hier, pour recevoir, il faut donner. Oui. Merci pour cette question. Effectivement, je pense qu'on va pouvoir clore notre table ronde. Je vous inviterai, et je remercie alors l'intégralité des participants. Je sais que ça reste assez tout de même compliqué d'être en visio. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir pu nous faire voyager et partager ces expériences sur divers continents. Pour ceux qui sont en présentiel ici dans la salle, et merci aussi à la salle virtuelle d'avoir été présents, je vous invite à rejoindre la salle de l'Opéra pour la prochaine plénière qui devrait commencer sous peu, nous l'espérons. En passant peut-être prendre un café, mais ne le dites pas que je vous l'ai dit,
ici dans le foyer de la salle de l'Opéra. Nous avons encore une après-midi, une fin de matinée et une après-midi très riche où on espère on pourra continuer maintenant à construire l'avenir ensemble pour avoir des résultats très concrets à l'échelle de tous les acteurs que nous avons pu rencontrer aujourd'hui et hier et encore à rencontrer très prochainement. Merci à tous et à tout de suite.